Cours numéro 4, les 7 types d'êtres humains, les cercles de l'humanité, les différentes sortes d'influence. L'être humain est un être tricéphale. Il possède 3 centres, un centre physique, un centre émotionnel, un centre intellectuel. Chez un être humain donné, l'un de ces centres peut fonctionner de façon prédominante. À partir de cette idée des 3 centres, la psychoanthropologie classe les êtres humains en plusieurs catégories. L'homme numéro 1, qui a des intérêts principalement de nature physique, l'homme numéro 2, dont les intérêts sont de nature émotionnelle, l'homme numéro 3, dont les intérêts sont de nature intellectuelle. Tous ces intérêts sont toujours liés à la vie ordinaire. Ils ne se situent pas dans une dimension de transformation de l'être. L'homme ou la femme numéro 1 n'est pas moins évolué que ceux qui ont des intérêts plutôt intellectuels ou émotionnels. Simplement, il s'agit de genres d'intérêts naturels différents. L'être humain peut décider d'évoluer au-delà de cet état. Quelqu'un d'émotionnel, par exemple, manquera d'un certain équilibre dans la vie. Pour l'atteindre, peut-être lui faudrait-il réfléchir davantage avant d'agir ou de réagir. Homme physique, il manquera peut-être une dimension émotionnelle ou intellectuelle. Quant à l'intellectuel rigide, peut-être manquera-t-il de fantaisie ou peut-être aurait-il besoin de plus de mouvement. Quand quelqu'un se rend compte de son manque d'équilibre, il peut ressentir le besoin d'harmoniser ces 3 centres, d'aller au-delà de ce qu'il est, et cette évolution est possible grâce à un enseignement comme celui-ci notamment, moyennant certains efforts. On peut devenir alors un homme ou une femme numéro 4, qui essaie d'évoluer, d'entrer un peu plus dans la conscience de soi, de suivre d'une part un chemin qui lui permette de se connaître davantage, donc un jour de voir à l'œuvre les mécanismes de ces centres qui le limitent, mais aussi un chemin de connaissance de ce qui le dépasse, de l'univers. S'il produit des efforts adéquats, il est possible qu'alors cet être humain arrive à un autre état de conscience, celui de la conscience objective, et devienne ainsi un homme ou une femme numéro 5, un initié. Ensuite, il peut encore évoluer et devenir un grand initié, homme numéro 6, et même un bodhisattva, homme numéro 7. Voilà les types d'êtres humains que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie. Des hommes ou des femmes ordinaires, des hommes ou des femmes sur un chemin intérieur, et d'autres qui sont déjà arrivés à une réelle connaissance d'eux-mêmes et du monde. Ce type d'enseignement a 2 exigences. Il nécessite une compréhension véritable, qui implique la volonté de vérifier l'exactitude de l'enseignement dans sa vie personnelle. D'autre part, il nécessite un travail sur soi, en particulier un travail d'observation de soi, de façon à créer en soi un lieu plus calme, car il est difficile d'arriver à se connaître et à se changer positivement si on est constamment dans un état de déséquilibre et de disharmonie. Cet enseignement s'adresse à un certain type d'êtres humains ordinaires que nous avons définis comme étant responsables dans leur vie de tous les jours, ou ayant tout au moins le sens des responsabilités, capables d'une certaine autodiscipline. Ils possèdent un centre magnétique qui fait que, d'une part, ils sont attirés vers cet enseignement et, d'autre part, ils ne peuvent pas se satisfaire des explications ordinaires quant au sens de la vie et s'intéressent aux réalités cachées derrière les apparences. Car par ailleurs, parmi les êtres humains ordinaires, on peut définir 3 types qui auront soit beaucoup de difficultés, soit même une impossibilité pour évoluer, et que l'enseignement appelle les fourbes, les fous et les vagabonds. L'homme fourbe ne peut jamais évoluer au-delà de l'état d'homme ordinaire, il ne fait jamais rien pour cela. Ce peut être un criminel invétéré ou bien un vrai fou incurable. Il n'a pas de conscience morale ou si peu, ou très élastique. Ces êtres sont, généralement très hypocrites, ne cherchent que leur propre plaisir, leur propre bien, et tous les moyens leur sont bons. Ils utilisent les autres et n'hésitent pas à les sacrifier, surtout lorsqu'ils ont un certain pouvoir. Certains dictateurs, certains tyrans, sont de ce type-là. Ils n'ont pas de conscience de la fraternité humaine, du sens de l'humanité véritable. Ils peuvent aussi bien appartenir au type numéro 1, physique, qu'au type numéro 2 ou 3, émotionnel ou intellectuel. Il existe encore 2 types d'hommes ordinaires pour lesquels l'évolution sera très difficile, le fou ou l'homme superficiel. Le fou accorde de la valeur aux choses qui n'en ont pas et n'accorde pas de valeur aux choses qui en ont. Il n'a ni discernement ni bon sens. Il n'est pas capable de repenser les choses par lui-même, il croit et répète tout ce que disent les autres, les journaux, la télévision. Ces hommes basculent facilement dans le fanatisme. Pour évoluer, il lui faut apprendre à lutter contre tous ces préjugés, et en chacun de nous, il y a un fou de ce type. Le vagabond. Pour lui, toutes les valeurs sont identiques. Il n'y a pas vraiment de bien et de mal, il est incapable de s'intéresser réellement à quelque chose. Il manque également de discipline. Il peut décider d'une chose, ou bien d'une autre, et puis ne pas s'y tenir, puisque tout est égal. Il n'a pas le sens de la responsabilité, on ne peut pas compter sur lui. Le danger qui le guette est le nihilisme, avec le risque de démissionner de tout et de n'aller jamais au bout de rien. Ils sont incapables d'une discipline qui vienne d'eux-mêmes, leur seule façon d'évoluer est de se plier à une discipline d'école. Ces différents types d'êtres humains se répartissent dans ce que la 4e voie appelle les cercles de l'humanité. Le cercle extérieur, composé de toute l'humanité ordinaire. Ce sont tous les hommes et les femmes qui vivent uniquement sous les influences de la vie ordinaire. Dans ce cercle règne la loi du conflit entre religions, entre ethnies, etc. Le cercle exotérique, formé des hommes et des femmes qui peuvent un jour s'intéresser à un chemin de connaissance, un chemin de conscience réelle.
Le cercle mésotérique, composé de ceux qui suivent réellement un chemin intérieur, qui non seulement écoutent un enseignement mais essaient de le comprendre et de l'appliquer à leur vie. Enfin, le cercle ésotérique ou cercle intérieur, formé de ceux qui ont acquis ces connaissances et cette pratique, elles sont devenues leur seconde nature. Ils ont atteint le niveau de la conscience objective. Dans ce cercle, malgré les différences apparentes, qu'elles soient religieuses, spirituelles, politiques, philosophiques, etc., il règne toujours la paix et l'harmonie des uns avec les autres. Une règle essentielle est de ne jamais entrer en conflit. Cette règle caractérise les personnes qui sont déjà réellement avancées sur le chemin. Dans un premier temps, elles n'entrent pas en conflit avec ceux qui sont également en chemin, ensuite elles essaient au maximum d'éviter le conflit avec les autres. On reconnaît quelqu'un d'avancé sur le chemin au fait qu'il n'entre jamais en conflit. Pour avancer vers le cercle de ceux qui ne se disputent jamais, il faut que l'être humain développe son essence ou son centre magnétique. Car ce sont les personnalités superficielles qui se disputent, qui entrent en conflit entre elles, et non l'essence. L'observation de soi est un moyen privilégié de développer cette essence. C'est une nourriture particulière, qui n'est pas de nature physique, ni émotionnelle, ni intellectuelle. Car il existe plusieurs types de nourriture, ou plutôt plusieurs types d'influences, qui ont pour effet soit de permettre d'avancer vers les cercles intérieurs, soit de bloquer à l'état d'homme ordinaire. Les influences de type A sont celles qui nourrissent la personnalité. On y trouve tout ce qui est lié à la vie ordinaire, à l'avoir, travail, affaires, possession matérielle, loi. Physique, publicité, etc. Si nous nous situons uniquement sous ces influences, nous ne pouvons évoluer au-delà du niveau ordinaire. Les influences de type B sont issues du cercle ésotérique ou intérieur. Elles ont été mises en place par des êtres évolués, car elles ont pour but de faire évoluer l'homme hors de l'état d'homme ordinaire, et sont capables de nourrir ce qu'il y a de plus profond en l'être humain. Elles sont liées à la littérature, à l'art, à la religion, à la spiritualité. Elles ne restent du type B que si elles sont utilisées pour s'élever au-delà de l'état ordinaire. Par exemple, une œuvre d'art acquise pour sa valeur financière reste une influence de type A, si on l'admire pour sa beauté et pour les impressions qu'elle produit, elle se situe au niveau des influences de type B. En se plaçant sous des influences de type B, nous devenons davantage au niveau de notre être intérieur. Il est important d'apprendre à reconnaître ces deux types d'influences A ou B, car selon que l'on donne plus d'importance réelle à l'une ou l'autre, on reste à l'état d'homme ordinaire ou on se donne le moyen de s'élever au-dessus de cet état. Au départ, les influences de type B étaient des influences de type C. Les influences de type C ont la particularité qu'elles sont transmises de façon directe et vivante par des êtres évolués, des initiés ou des maîtres. Elles ont alors encore plus d'effet sur l'évolution des êtres humains qui les recevaient. Des influences de type C peuvent donc se dégrader en influences de type B quand elles ne sont plus transmises directement, ou même de type A quand elles sont utilisées à des fins personnelles, la manipulation de foules religieuses par exemple.